Si les faits qui sont reprochés à ces policiers de la BAC du jour de Marseille sont avérés. Raquettes en bande organisée, trafic de stupéfiants, détention, soustraction frauduleuse de portefeuille, tout ça, ça vous dit rien parce que vous êtes persuadé de votre innocence. C'est un peu une grosse vague qui vous frappe de plein fouet. Il n'y a pas de place pour ceux qui salissent l'uniforme de la police. Et vous entendez crier votre prénom, on vous insulte largement, toute la prison vous insulte, on vous menace de mort et vous vous dites mais est-ce qu'on ne peut pas m'envoyer un cocktail Molotov dans la chambre? C'est 9 ans de souffrance, 9 ans de tourmente, 9 ans où financièrement c'est compliqué. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête-toi, discute! Individu en fuite! Tout ce que tu as entendu, lu, vu, tout ça tu peux l'effacer. Je vais te raconter réellement ce que c'était le quotidien d'une BAC, le quotidien de ces policiers qui ont été incarcérés. Avant que l'affaire éclate, j'étais fonctionnaire de la BAC Nord. Ça faisait déjà plus de 8 ans que j'étais dans ce service. La BAC Nord, c'était un peu 3 copains, on va dire, parce que donc des copains qui se connaissent par cœur, qui sont dans une voiture, qui arpentent toutes les rues des quartiers nord, puisque nous étions dans les quartiers nord de Marseille. Et à la moindre chose, le moindre vol, la moindre infraction qu'on pouvait constater, là, ça, en quelques millièmes de seconde, là, tout le monde devenait très professionnel. Il y avait un peu de tout. Les plans stup, bien sûr, que ça faisait partie de notre travail. Mais avant de faire un plan stup, on faisait surtout, c'était des patrouilles dans les quartiers pour que tous les quartiers et tous les trafiquants et tous ceux qui s'adonnaient au trafic de stupéfiants nous voient passer. Parce que c'était très important que eux comprennent que nous étions là. Ils nous connaissaient parfaitement, ils connaissaient nos surnoms, ils connaissaient nos habitudes. La particularité, c'est que tout peut déclencher très rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez passer, vous pensez que vous êtes seul, vous allez descendre, vous contrôlez un individu, 2 individus, puis vous constatez qu'il y a quelque chose, vous procédez à l'interpellation et là, en quelques secondes, vous avez tout le quartier qui descend. Vous avez une vingtaine, voire une trentaine d'individus qui vous entourent. Ils sont capables de vous envoyer tout et n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce qu'ils trouvent sous la main. Ça peut être un casque, ça peut être une chaise, ça peut être des cailloux, des boules de pétanque. C'est en ça que les quartiers nord sont particuliers, c'est que c'est très calme au prime abord. Et puis, ça peut vriller en très peu de temps. Du coup, il y a un certain respect qui commence à s'instaurer parce que les jeunes ne voient que vous. Eux, ils estiment que vous n'avez pas peur. Et il y a cet équilibre aussi, c'est-à-dire entre les voyous et la police. Il y a un équilibre, il y a les limites à ne pas franchir. Donc, ils savaient en fonction de qui descendait, qui était dans la voiture de police, ils savaient jusqu'où ils pouvaient aller. Quand on voit que les pompiers prennent des jets de projectiles alors qu'ils viennent juste pour éteindre un feu ou pour porter assistance à quelqu'un qui habite dans ces quartiers, ils sont très mal reçus. Donc nous, même si on était mal reçus, on venait et on revenait tous les jours. Un scandale digne d'un film. Ce matin du 2 octobre, la police des polices débarque à la brigade anticriminalité de Marseille-Nord. 450 grammes de cannabis et de l'argent liquide sont découverts dans les faux plafonds de ces locaux. 15 membres de la BAC sont placés en garde à vue. Il n'y a pas de place pour ceux qui salissent l'uniforme de la police, qui est un honneur pour ceux et celles qui le portent. Il n'y a pas de place pour ceux qui salissent la police et la République. C'est le matin, c'est 8h du matin, donc il y a un fonctionnaire de l'IGPN, de la fameuse police des polices, qui frappe à ma porte, qui me demande d'abord mon identité, et ensuite qui vous dit « vous êtes placé en garde à vue pour tous les chefs d'inculpation qui vont découler de tout ça. » Alors, le moment où il vous dit raquette en bande organisée, trafic de stupéfiants, détention, soustraction frauduleuse de portefeuille, tout ça, ça vous dit rien parce que vous êtes persuadé de votre innocence et sur le moment, c'est un peu une grosse vague qui vous frappe de plein fouet. Vous comprenez tout juste que vous avez été mis en garde à vue. Donc tout est fouillé soigneusement par le chien et par les fonctionnaires de police. Je le dis, je le redis, la perquisition était négative. Il n'y a rien qui a été trouvé. Alors il y a eu les 4 jours de garde à vue. On se fait déjà
Un petit état de la procédure, puisqu'on est passé de longues heures en audition, donc on sait vers où tend l'affaire. Pour moi, je n'avais rien fait de mal, je voyais que tout tournait autour d'une somme d'argent, mais j'avais déjà dit pendant ma garde à vue d'où provenait cette somme d'argent, donc pour moi c'était très clair, qu'elle provenait d'une vente d'une maison secondaire dont l'acheteur m'avait donné 20 000 € en liquide. Pour moi c'était très clair, je pensais qu'à ce moment-là on me croirait, mais ça n'a pas été le cas, donc je pense qu'on n'a pas été entendu. l'IGPN s'était fait une idée de cette affaire et on aurait beau avoir dit ce qu'on voulait, je pense que la finalité ça aurait été la même, c'est qu'on était prévu pour partir en détention et quoi qu'on dise, je pense que l'issue c'était celle-là. Dans une première analyse qu'on peut faire de ce dossier, c'est qu'on a une gangrène, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui a frappé, qui a touché ce service. Nous ne manquerons pas de requérir fermement des placements en détention provisoire de la plupart des personnes déférées. Évidemment, le juge d'instruction, les juges en décideront, et en fin de parcours, le JLD. On rentre en détention avec un statut de policier, ce qui est jamais évident. Donc pour votre sécurité, vous êtes mis à l'isolement parce que forcément, en quelques secondes, tout le monde sait que vous êtes arrivé. Les chaînes info faisaient que passer que les fonctionnaires de la BAC Nord étaient placés en détention provisoire. Et vous entendez crier votre prénom, on vous insulte largement, toute la prison vous insulte, on vous menace de mort et vous vous dites mais est-ce qu'on ne peut pas m'envoyer un cocktail Molotov dans la chambre? Est-ce que je peux prendre feu? Est-ce que quelqu'un peut rentrer parce que le matin on l'aurait laissé à l'entrée? En fait, il y a toutes ces questions qui s'abattent sur vous, auxquelles vous avez aucune réponse. Et c'est à ce moment-là, oui, que vous paniquez et que vous avez ce sentiment de peur qui vous envahit. Ça vous envoie en enfer, hein, puisque c'est une détresse émotionnelle qui est très compliquée à vivre, ça c'est une certitude. Il y a un danger en prison et on s'en aperçoit, c'est qu'on est tellement faible qu'on peut se raccrocher à tout et n'importe quoi. Donc moi je me suis vu en train de me mettre à genoux, en train de prier sur une chanson alors que je n'ai jamais été croyant. Et on se dit à ce moment-là que les fanatiques religieux ou les extrémistes religieux peuvent recruter assez facilement. Et c'est peut-être ça qu'on retient le plus, c'est les perversités de cette détresse émotionnelle. Après la sortie de prison, vous êtes toujours mis en examen, mais vous avez le conseil de discipline, c'est l'administration qui nous juge, c'est vos pairs qui vous jugent, ils vous jugent en sachant très bien que toute la procédure n'est pas finalisée. Mais je pense qu'ils nous ont jugés un peu trop vite parce que nous n'avions pas eu le temps de donner tous nos arguments de défense. Donc une fois que vous l'avez passé, que vous restez parmi les policiers, puisque ça n'a pas été le cas de 3 de mes collègues qui ont été révoqués à ce moment-là. Après, vous voyez, vous avez la réintégration, vous avez votre salaire qui revient, vous essayez de vous remettre tout doucement dans le bain. Ça a été très difficile parce que vous imaginez bien que la flamme qui m'animait à la recherche des délinquants et tous ceux qui me faisaient rentrer dans une voiture de police avec l'envie d'aider les autres, c'est un peu cette flamme qui m'ont éteinte. Mais il faut avoir une famille très solide, il faut avoir un socle familial très dur. Donc moi, le fait que mon épouse est toujours fonctionnaire de police, je pense que ça a été un plus parce que quand on est fonctionnaire de police, on sait comment intervient une BAC, on sait ce qu'elle est capable de faire et surtout on est capable de savoir ce que son mari est en l'incapacité de faire. Et je pense que c'est ce qui aide. Les couples qui se sont brisés, je pense que pour la plupart, c'était les familles dont ils ignoraient un fonctionnement de police. Et quand vous voyez à la télé pendant de longues semaines qu'il y a la découverte de stupéfiants et que vous n'êtes pas au courant, je pense que les familles qui ont explosé à ce moment-là, c'était peut-être par méconnaissance de notre travail. Allez, c'est bon. Vas-y, mon poulet. C'est fini. Bravo, bravo, bravo. La justice, on a 9 ans d'instruction criminelle. Sur mes 5 clients, 5 relax, 3 partiels, 2 relax total. Avec uniquement comme condamnation 2 mois sursis. La montagne, je l'avais dit dès le départ, accoucher d'une souris. Il faut se poser les bonnes questions. Il y a un retour d'expérience à faire et au niveau judiciaire et au niveau de la presse. Il y a un questionnement à faire sur les donneurs d'alerte. À ce moment-là, c'est une délivrance, vous sortez. C'est 9 ans de souffrance, 9 ans de tourmente, 9 ans où financièrement c'est compliqué parce qu'il y a des frais d'avocat.
Il y a le regard des gens qui est compliqué. Vous avez besoin de cette décision pour vous racheter aux yeux de tous. C'est très important. Il y a une image, je crois, où on vous voit enlacer votre femme qui est pas venue pour le verdict, enfin qui était devant, qui n'a pas voulu rentrer à l'intérieur. Oui, alors, elle n'a pas voulu l'affronter. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pour pas porter la poisse. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je pense que trop d'émotions, autant que moi, je pense. Et je me suis retrouvé dans les bras de mon amie. C'est des amis qui ont toujours été là. Donc, elle s'est fait passer pour mon épouse pendant quelques minutes, le temps du verdict. Et à la sortie, j'ai lâché la main pour courir dans les bras de mon épouse, la vraie, celle-là. Vous pensez que c'est la dernière journée? Ça ne l'a pas été parce qu'il y a un appel juste derrière, mais le 10e jour. Mais vous pensez que c'est réellement terminé. Vous avez envie de le partager avec tous vos collègues. C'était, sans trop le faire exprès, mais chaque groupe de la BAC de l'époque s'est réuni, puisqu'on était 3 groupes de la BAC. Donc on s'est réunis, chacun parlait avec ses anciens collègues, on se remémorait tous les moments, les bons moments qu'on avait vécus ensemble. Et du coup, on avait envie de se retrouver ensemble pour passer ce bon moment. Sébastien, je vais vous lire une phrase qui peut-être résume le procès, ou en tout cas ce qu'on en a retenu. C'est une phrase qui a été écrite dans le Figaro. Ce ne sont plus des flics ripoux ou corrompus devenus des caïbs et des trafiquants que les juges entendent, mais des policiers qui utilisaient des méthodes borderline sans enrichissement personnel. C'est un résumé, oui, c'est un résumé qui a été fait, qui est bien fait, parce que quelqu'un qui assiste au procès ne voit que ce qui est ressorti, c'était des largesses administratives, parce que c'était, la BAC, c'était du saute dessus, comme on le dit. Je tourne dans les quartiers, j'interpelle, je rentre, je donne le mec, et puis je m'en vais. Il n'y avait pas de fonctionnement administratif en adéquation avec ce qu'on était censé faire, c'est-à-dire dire qu'on était à tel moment, dans tel quartier, qu'on avait contrôlé telle personne. Il y avait de la rémunération d'indic. Il faut se rappeler que c'était en 2012. La rémunération d'indic ne se faisait pas comme elle se fait maintenant, parce qu'elle a été un petit peu plus cadrée. Je pense que notre affaire y est pour beaucoup. Voyous, comme on nous a prêté ce mot très rapidement, très longtemps. Je pense qu'il s'est essoufflé petit à petit. Beaucoup s'y attendent pas et pensent que d'aspect, on ressemblait peut-être pas à ces gars qui étaient assis sur ce banc de prévenus. Donc, vous dire que c'est un... Je pense qu'il a employé les bons mots. Je pense qu'il a vu qu'on avait rendu une visibilité, qu'on était que des humains avec des familles, avec beaucoup de souffrance. Et je pense que le résumé est bien fondé. C'est comment nous là? Arrangez-vous, je sais pas, je veux pas savoir. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne nous donne les moyens de travailler? Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet le premier veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Tu veux devenir officier? Fais cette opération. Avant votre relax, Cédric Jiménez vous contacte. L'histoire de la BAC Nord l'intéresse, mais vous êtes un peu réticent au début. Qu'est-ce qui vous a fait basculer? Ce qui me fait basculer, c'est notre discussion qui a été très longue ce jour-là. Où ce qui est assez rigolo, c'est qu'il quand même, c'est presque lui qui est en train de se vendre pour avoir ce que je sais de la BAC Nord. En fait, il vient en me disant, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup entendu, j'ai tout écouté sur l'histoire. Et moi, je lui réponds, je lui dis, tout ce que tu as entendu, lu, vu, tout ça, tu peux l'effacer. Je vais te raconter réellement ce que c'était le quotidien d'une BAC, le quotidien de ces policiers qui ont été incarcérés. Et je me souviens qu'à la sortie de cette entrevue, il me dit, j'avais l'idée de faire ce film, là je suis sûr que je veux le faire. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête-toi, discute! Individu en fuite! Comment avez-vous reçu le film dont votre histoire a inspiré le rôle joué par Karim Leclou? L'image du policier, elle est rarement comme celle-là. C'est-à-dire que là, on se retrouve en immersion dans un véhicule de la police avec 3 policiers qui ont des failles, qui ont une vie. On se met à leur place parce qu'on se dit ils ont une famille, c'est des hommes, c'est des femmes. Et je pense que c'est ce côté humain qui est ressorti de ce film, qui a été plaisant. C'est ce côté-là, moi, que j'ai aimé. Sur la première scène, on le voit, les 3 policiers sont dans une voiture à la poursuite d'un scooter. Et je me souviens car ils l'ont tourné une première fois et ils me demandent de mon avis. Je lui dis mais c'est pas comme ça. Les acteurs ne savaient pas, mais ça c'est normal.
Et dans une voiture de police, ça vit, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de dialogue entre nous. Et moi, c'est celle-là qui m'a marqué parce que je la trouve très sincère. En fait, les fonctionnaires parlent entre eux, ils rigolent. Et c'est réellement comme ça qu'on vivait au quotidien. Des scènes comme celle-ci, je pense qu'elle est inventée, mais elle représente aussi peut-être des choses que vous avez vécues. Oui, ça arrive. Alors, cette séquence, elle n'est pas inventée, c'est que ça arrive. C'est que quand je vous parlais de liens qui se créent avec les jeunes, parce qu'ils ont l'habitude de vous voir, même si vous les avez interpellés, au moment où vous les interpellez, ils savent aussi très bien pourquoi vous les avez interpellés, donc ils vous en veulent pas pour ça. Ça démontre bien ce relationnel qui se crée, c'est-à-dire que juste avec une chanson, ça on le voit pratiquement tous les jours, mes collègues policiers le voient tous les jours. Quelqu'un qui réagit à une musique parce qu'il entend quelque chose ou qui peut vous parler de tout et de rien, ça on le vit tous les jours. Finalement, ça reste une image marquante du film, cette scène. Le film a également essuyé quelques critiques à Cannes, dont celle d'un journaliste irlandais de l'AFP. On est dans une année d'élection. Moi, j'ai vu ça avec l'œil d'un étranger et je me dis, peut-être que je vais voter Le Pen après ça. Moi, je trouve déjà que c'est un film. Un film, c'est pas un documentaire. L'affaire de la BAC Nord, c'est pas le film BAC Nord, c'est pas le même. Ça met en lumière aussi la difficulté de métier de policier. Maintenant, si certains se voilent la face pour ne pas vouloir entendre ce que c'est la réalité d'un policier sur le terrain, dans des quartiers difficiles, je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes parce que s'il y a quelque chose qui est vrai dans le film, c'est ce que vivent mes collègues policiers tous les jours. Parce que ces quartiers sont très difficiles, pas que les quartiers nord de Marseille, mais maintenant que ce soit repris ou qu'on nous taxe c'est un film pro-flic, moi je pense que c'est juste se voiler la face sur l'actualité qui me donne raison, malheureusement. La société est de plus en plus violente, c'est de plus en plus compliqué de mettre un pied dans ces quartiers. C'est de plus en plus compliqué de leur faire voir que c'est la police qui fait la loi et pas l'inverse. Donc je pense que c'est une minorité qui a fait beaucoup de bruit à l'époque.